C'était simple. Quand je suis arrivé il y a 10 ans au Maroc, je travaillais pour une grande maison que j'ai expliqué tout à l'heure, importante sur Casablanca, et arrive à un moment donné un plongeur. Un jeune qui est là, qui a fait des études, mais qui n'a pas trouvé de débouché dans son secteur. Et il va faire plongeur. Mais rapidement, je me rends compte que ce garçon, il n'est pas à sa place. Il est structuré, organisé, etc. Et je le vois toujours regarder la cuisine. Puis un jour, je l'appelle, je dis, mais tu aimerais faire de la cuisine? Il dit, oui. Bah, écoute, on va faire un deal. Finis ton travail rapidement en plonge, et après, tu viens les petites mains au départ dans la cuisine. Il est arrivé, il a monté tous les échelons au fur et à mesure du temps. Et maintenant, il est sous-chef dans une des plus grosses maisons de Casablanca. La dernière fois, je l'ai vu, il est sorti de la cuisine, il est venu me dire bonjour. Je ne m'attendais pas à lui. Il fait là, il me dit, je suis sous-chef ici. Merci, chef, parce que vous avez été dur avec moi, mais ça a payé. Un client qui n'est pas satisfait dans son assiette peut l'être par l'accueil et l'écoute. Un client que tu viens, que tu lui as raté, voilà, le plat il était raté. Si tu lui expliques, tu lui offres un cadeau, tu lui parles, il reviendra. Mais si tu le laisses comme ça, il ne reviendra. Ah, c'est sûr. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de science exacte dans la bouffe, et des fois, il n'y a pas de risque zéro. Puis n'oublie pas aussi une chose, c'est qu'un client qui sort de chez toi qui n'est pas content, ça va être 10 personnes qui vont être au courant. Un client qui sort de chez toi et qui est content, il va en branler qu'à 3 personnes. Donc, c'est vrai. Vois le ratio, ça va très vite. Il y a des étrangers qui se sont convertis pour le mariage, et en fait, il n'y a aucune valeur. Donc je me suis vraiment converti par conviction. Et en lisant tous ces livres saints, je me suis vraiment rapproché du Coran en me disant c'est vraiment ça qui me plaisait, et j'ai une grande chance d'avoir une épouse qui ne m'a jamais forcé, mais qui était toujours là pour me répondre à mes questions. Et des fois même me disait, va sur Internet, va chercher toi-même. Donc le fait de faire cette démarche d'aller chercher par soi-même, pour quelle raison, pourquoi ceci, pourquoi cela, ça m'a appris à aimer encore mieux cette très belle religion. Est-ce que la différence entre un chef cuisinier et un bon cuisinier? Il y a des bons cuisiniers qui cuisinent mieux qu'un chef cuisinier. Mais un chef cuisinier est un businessman. Un chef cuisinier est celui qui va savoir te faire une carte, te calculer des prix de revient et faire gagner des sous à l'entreprise. Tandis qu'un bon cuisinier n'est pas forcément un bon chef. C'est comme un bon joueur de foot qui ne devient pas forcément un bon entraîneur. Un jour, je rentre dans la cuisine et je le vois accroupi comme ça, et triste. Très triste. Je vais le voir, je dis, chef, ça va? Et là, il me regarde et il me dit une parole, je ne sais pas si on se souviendra. Il m'a dit, tu veux être chef cuisinier? Je lui dis, ouais. Il me dit, prépare-toi à être célibataire. Par contre, avant de finir, il y a toujours cette question qui est une coutume chez moi, qui est, quel est le conseil que tu donnerais à ce jeune Stéphane Pierre, peut-être 40 ans en arrière, quand il avait 15 ans? Le conseil que je donnerais? En réalité, personne n'est personne et chacun est quelqu'un. Quand on comprend ça, on se concentre sur notre propre personne et on se rend compte que nous sommes notre propre fonds de commerce. Retrouvez dans mon podcast des parcours atypiques d'entrepreneurs intrépides qui ont su mettre leur petit grain de sel au moment opportun pour exhauster le goût de leur vie qui leur paraissait si fade. En fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis le seul et l'unique, le chef Hassan. Il n'y en a pas deux comme moi, comme chaque invité de ce podcast. Salam alaikum, bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est comme on dit au Maroc, Nahar Kbir, c'est un grand jour. Mon invité, je l'ai connu à travers les réseaux, mais surtout dans une résonance à travers le royaume du Maroc. Il vient d'un autre royaume. Est-il voué pour être un monarque de la cuisine? Je ne sais pas, mais à mes yeux, il l'est déjà. Il vient d'un pays où le drapeau est tricolore, mais ce n'est pas la France. Mais c'est un as de la cuisine française aussi, à sa façon. Et je l'ai rencontré dans plusieurs événements et ça me tenait à cœur car je suis son parcours depuis quelques années que je suis ici. C'est un ancien, il était là avant moi, c'est un grand frère. Je dis un grand salam à monsieur Stéphane Pierre.
Alaykoum salam, chef. Comment Chef vas-tu? Hassan, je vais très très bien, je te Ça remercie. va? Ouais, écoute, je suis très heureux d'être là avec toi. Ça fait longtemps qu'on devait le faire et je suis vraiment content qu'on y arrive et qu'on puisse avoir nos horaires et notre agenda de le faire. Eh ben, c'est un plaisir. Et comme j'ai pu le dire dans l'intro, tu viens d'un pays au drapeau tricolore qui n'est pas la France, qui est Qui est la Belgique? la Belgique. On le voit à ton accent, hein. Une fois. Alors moi, ce que je te demanderais, avant tout, c'est de te présenter pour les gens qui vont nous regarder. Oui. Alors voilà, donc je m'appelle Stéphane Pierre, donc je suis belge comme tu le sais, j'ai 55 ans, j'ai fait toute ma carrière de départ en Belgique, donc école hôtelière, le parcours classique de la gastronomie, école hôtelière, après ça quelques maisons étoilées sur la Belgique. Après, j'ai pu travailler pour le traiteur de la Cour royale en Belgique comme chef, donc on a évolué là-dessus, et puis je me suis installé en 1995 ou 1995 comme on dit. Je me suis installé, j'ai eu un service traiteur pendant presque 15 ans, où on a fait les plus beaux mariages en Belgique, etc. Et puis, la vie faisant, je me suis dit, j'avais envie de m'ouvrir. Donc, j'avais été président d'Eurotoc, association européenne créée par Paul Bocuse. J'avais été dans les maîtres cuisiniers, etc., dans pas mal de belles choses. Et je me suis dit, bon, voilà, maintenant, j'ai, je crois, à l'époque, 40 ans. Qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver jusqu'à 65 ans? Il faut toujours se remettre en question. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Et puis, c'est venu dans ma tête un matin, je me suis dit, mais c'est vrai que pourquoi pas l'expatriation? Pourquoi pas apporter des bonnes choses ailleurs? Chose que j'ai faite en 2009, où j'ai vendu toutes mes affaires en Belgique. Je suis parti lancer une affaire sur Dubaï, un service traiteur événementiel où on a fait pas mal de beaux événements là-bas sur place. La vie faisant, côté privé, ça s'est fait que je suis après parti sur un rêve d'enfance qui était... Mais on ne me connaissait pas du tout. Repartir de zéro. Il faut savoir parfois reculer pour mieux sauter. Me voilà à ce moment-là à Miami, en Floride, où je suis reparti à travailler dans une des plus belles maisons qui s'appelle Villa Azur sur Miami. Et puis j'ai rencontré entre-temps mon épouse et on est rentré à Dubaï, arrivé au Maroc. Et puis au Maroc, j'ai eu la grande chance de travailler pour un grand groupe situé sur Casablanca. Je ne sais pas si on peut citer les noms. Bien sûr, monsieur. Ça s'appelle Villa Blanca, où j'ai pu rentrer sur Relais de Paris, Skybar, Café Bianca sur cette ville côtière. Et ça m'a permis de me faire connaître, où des grands chefs que j'apprécie énormément, ou des hommes de pointure dans la restauration m'ont fait confiance. Je parle de Kamel Hal en l'occurrence, qui m'a un peu pris sur sa coupe et puis il m'a ouvert beaucoup de portes. Et puis je me suis retrouvé, après 3 ans de bons et loyaux services, à me dire qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai ouvert ma boîte de consulting, où maintenant je mets à disposition mon savoir-faire un petit peu à travers le Maroc, où on en discutera peut-être plus tard, où j'ai vraiment, moi, à mon âge maintenant, 55 ans, une envie aussi de former des jeunes à ce très beau métier. Donc on fait beaucoup de choses. Comme je dis toujours, quand je suis arrivé au Maroc ou dans d'autres pays, quand la porte de l'avion s'est ouverte, j'ai dit qu'est-ce que je peux apporter à ce pays, en sachant que on a tous nos moyens financiers, c'est une chose, mais ce savoir-faire. Et moi, je me suis dit, je vais aider des jeunes. Donc chaque année, on aide pas mal de jeunes. Et j'imagine que ça, on en rediscutera plus tard. Bien sûr. Et voilà, et maintenant, la vie est faisant, on a fait pas mal de choses. On s'est rencontrés d'ailleurs dernièrement lors du Bocuse d'Or Afrique, où on a passé un bon moment, voir ces jeunes se battre, se remettre en question sur la gastronomie. D'ailleurs, tu apportais toujours tes bons conseils, et ça fait plaisir de voir un peu cette génération qui en veut et qui veut évoluer. Voilà. Je te remercie pour cette présentation. Alors, nous, un peu, tu as vu, moi je suis parisien, un peu chauvin. Bon, les Belges, c'est souvent les blagues, mais c'est surtout aussi un grand art culinaire, de magnifiques produits. J'ai beaucoup d'amis, moi, en Belgique. Et cette vie... alors, il y a aussi cette vie, je pense, en Belgique qui est un peu... nous, on disait, quand on était jeunes, quand on allait en Belgique, on disait c'est la France, mais avec 10 ans en moins. Et ils sont à l'ancienne en Belgique. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas vous enlever aux Belges, et vraiment avec ceux que je connais, c'est vraiment cette gentillesse, cet accueil, cette façon d'être cool. Je ne vais pas dire que vous êtes niais, mais vous avez la bonne nia, on dirait. C'est-à-dire une très bonne attention. Et vraiment, je remets ça un peu à tous mes amis que j'ai connus. Et toi, maintenant, te connaissant depuis quelques années maintenant, je suis content, tu sais, de me dire, purée, je connais des Belges. Vraiment, je kiffe dire je connais des Belges. Ça fait plaisir, merci parce beaucoup. Que c'est un pays, moi, que j'ai connu très jeune. Et c'est vrai qu'on a toujours eu cette gentillesse et cet accueil. Alors, tu nous as bien expliqué donc, ton parcours. Hein. Je te remercie. J'étais passionné parce merci que beaucoup. J'ai voyagé à travers tes paroles. Mais voilà, nous, aujourd'hui, dans Mon Petit Grain de Sel, le concept de l'émission, c'est full positif.
C'est Bien que sûr. de la positivité. Comme tu as dit, c'est partager, c'est aussi apprendre à ceux qui nous regardent. Tu sais, moi, je fais cette émission vraiment à titre privé, amical, en toute intimité, parce que déjà, j'en ai besoin de rencontrer mes amis, de parler avec eux autour d'une table. Et par contre, ça a un fort impact sur pas mal d'entrepreneurs qui m'envoient des messages à chaque épisode et qui en tirent beaucoup de bien. Alors c'est pour ça que les parcours aussi que je choisis, ce sont des parcours atypiques. Tu as vu, on est là quand même, tu nous as fait voyager. Alors en même temps que tu nous rassures par une expérience et ton âge, qui est encore un jeune âge, hein, 55 ans, ben, en même temps tu es très humble et très... voilà, tu es une personne qui est humble. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et moi je dis toujours, tu vois, le fait d'être humble, c'est ce qui nous permet d'avancer. Tu as raison, mais d'un autre côté, je te dirais, tu sais, c'est le fait d'être à un niveau quel qu'il soit, c'est être avec la bonne personne au bon moment, au bon endroit. 10 minutes plus tard, ou une autre personne, peut-être que j'en serais pas arrivé. Donc, merci à la vie, merci à tout ça, parce que c'est pas moi, c'est un concours de circonstances qui a fait que. Et donc, il est important que, comme disait Paul Bocuse, je le cite souvent parce que c'est quelqu'un que j'admire, le flambeau du savoir ne nous appartient pas, on l'a reçu, on en a vécu, on en a profité, et il est important de le passer aux générations futures. Et ça, c'est vraiment une image qui me porte depuis de nombreuses années, et ça rend tout à fait dans l'idée que je sais que toi tu as aussi, de la transmission du savoir, de respecter nos valeurs, de respecter la cuisine de tous les jours, la cuisine de tradition, les saveurs, les goûts, la culture gastronomique, quelle qu'elle soit, à travers le monde, ce serait quelque chose qui nous porte. C'est un des seuls métiers où on vieillit et on revient toujours aux bases en citant des noms, en Oui, citant des chefs. oui, Et où on a dans cet art, on a aussi une chose qui se perd beaucoup, c'est la hiérarchie aujourd'hui. malheureusement, ça, Dans, ça dans- se dans perd un peu dans beaucoup la de cuisine. choses, la hiérarchie se perd. Nous, voilà, on est une brigade quand on est en cuisine. Il y a un chef, il y La a un discipline. sous-chef, il y a la discipline. Et, et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse à travers ton parcours, c'est vraiment d'un peu développer. Comme tu disais, tu as bien imagé la chose, de quand la porte de l'avion s'ouvre, de se dire, ouais, maintenant... donc la première chose que moi j'aimerais qu'on partage avec les gens, de par ton expérience, je pense que ce n'est pas une chose dont tu parles souvent, mais ok, j'arrive dans un pays, je me suis décidé, ou bien il y a eu un appel d'offres, ou bien j'ai pris un poste. Ok, mais comment ça se passe dès que tu arrives dans le pays? Mais je veux vraiment savoir de comment ça se passe du logement, aux courses, à la prise de poste, les différents, parce que tu as différents types de personnes à former, de différents horizons, de différents pays et de différents continents. Donc j'aimerais bien savoir de ce premier pas que tu fais dans un pays, comment tu vas... En fait, tu vas pas donner le... Parce que je sais que moi, ça m'arrive aussi, de donner ce droit à ces angoisses de te bloquer. Alors, je vais te répondre. La toute première chose que je fais en arrivant dans un pays, c'est d'abord d'aller au consulat ou à l'ambassade. Et là, je demande les droits et les devoirs de chacun. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre, puisque j'ai une culture européenne, une culture belge, bah, des fois, tu te retrouves à vivre aux États-Unis ou à vivre au Maroc ou à vivre dans un autre pays, quel qu'il soit. Les mentalités sont différentes et la perception des choses est différente. La façon dont tu parles est différente. Donc déjà, c'est de comprendre correctement le pays. Alors, les gens avec qui tu vas travailler, il faut, avant de dire pas les commander, mais avant de les prendre sous ta coupole, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, j'ai remarqué une chose, en fonction des différents pays dans lesquels j'ai été, que j'ai cité, on ne va pas revenir là-dessus, c'est que un Cubain en Floride n'est pas un Indien à Dubaï ou un Marocain au Maroc. Donc c'est des choses complètement différentes. Alors, on travaille différemment. Quand je suis arrivé au Maroc, c'est vrai que j'avais tendance un petit peu à être un peu plus chaud en cuisine, comme tu connais le terme. Bien sûr. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, ça portait pas son fruit. Donc j'ai changé ma façon de travailler. Je me suis dit, une ou deux, trois personnes étaient un petit peu choquées. Je me dis, ok, c'est moi qui ai un problème, c'est pas eux. Donc je me suis adapté. Et je me suis rendu compte d'une chose, malgré tout, c'est que ici au Maroc, quand qu'ils se rendent compte qu'ils ont un leader, un vrai leader au-dessus d'eux, qui va les guider, qui vont pouvoir évoluer avec toi en temps et en heure, 99% des cas, ils te suivent et ils iront loin avec toi. Ils vont te suivre, ils vont t'écouter parce qu'ils se rendent compte qu'ils apprennent des choses. Il faut le partage. Moi, dans toutes mes équipes, quand je prends des décisions stratégiques, ils sont au courant. C'est pas un matin, je me réveille, je change les choses. C'est voilà la question. Voilà, on va arriver là et j'explique comment on va y arriver et pourquoi on va y arriver. Et ça, une fois que
tu es explicite, que tu guides tes équipes dans ce sens-là, tu as tout ce que tu veux d'eux. Franchement, c'est de la pédagogie en fait. C'est une façon d'être pédagogue, de un s'adapter. manager de 2024 n'est pas un manager de l'an 2000. Et si maintenant on n'est pas avec son équipe, on veut jouer trop le chef, on va dire, ou trop le responsable, ce qui est le cas, mais bon, dans le mauvais sens du terme, on est sûr que ça ne fonctionnera pas et on est sûr que ça va gripper dans les rouages. Ouais, comme tu disais, c'est vrai que aujourd'hui, par expérience, tu arrives dans un pays. Alors, dans comme on dit, les travailleurs que l'on va avoir sous la main, les cuisiniers ou bien même la plonge, etc., on a différentes origines des fois. Bien sûr. Donc, comme tu disais, donc à Miami, tu avais sûrement des Cubains, des Haïtiens, etc. C'est pas de l'espagnol, Ouais, donc il faut s'adapter. Et comme même titre que tu as à Dubaï, eh ben, tu as des Indiens, des Bengalais, tu as des Kenyans, tu as des Philippins. C'est autre chose. Et quelle est ta stratégie d'adaptation? Parce que j'ai vu que tu as vécu un peu comme moi sur l'avenue au Maroc, où nous, c'est vrai, on est de formation occidentale, c'est-à-dire on est un peu très dur en cuisine, parce que c'est comme ça qu'on a été formé. C'est aussi de là que vient la rigueur et vient aussi l'excellence. Mais quand tu vois que ça ne matche pas et que tu as une société à faire tourner, un restaurant, et que ben, le lendemain, les gars ne reviennent plus parce que tu as été trop dur avec eux, je te retrouve tout seul à faire le service. Comment, je sais pas, c'était une petite anecdote comme ça qui te dit le jour où tu as pris conscience, tu te dis, attends, il ne faut pas que je m'y prenne comme ça. Je m'en suis rendu compte que le jour où... Moi, quand j'arrive dans une cuisine, je ne leur dis pas de m'appeler chef. C'est une question de principe, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Par exemple, dans une maison où j'ai travaillé ici au Maroc, on parle du Maroc en l'occurrence, Ouais. j'arrive, je suis au pass, tous les plats qui sortent, je les vérifie. Les bons sortent, parce qu'il y a des moments où dans cet établissement-là, on pouvait faire 800 couverts le dimanche. D'accord. Donc, les bons, c'est un conseil. Et je vois que le côté pâtes, donc les pâtes faites minutes, sont en train de prendre du retard par rapport au reste. J'appelle le sous-chef, je dis, prends le poste ici, maintenant, de l'envoi. Moi, je vais aller avec lui au poste de pâtes. Et j'arrive aux pâtes, je lui dis, écoute, pousse-toi, mais poliment, pas pousse-toi comme ça. Je lui dis, écoute, mets-toi de côté, je vais prendre avec toi. Et je le remets dans le bon chemin. Le fait de faire ça, le fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont vraiment, comme tu dis, un manager positif, c'est à la fin, ils s'appellent chef. Parce qu'ils savent que c'est pas que tu l'as imposé, appelle-moi chef, ils savent que tu es leur chef. Parce que tu vas les protéger, parce que malgré tout, quand je dis protéger, c'est par rapport à beaucoup de choses, par rapport à l'ensemble du travail qu'il y a à faire. Et la pédagogie. Par contre, une main de fer dans un gant de velours. Il y a des choses qui ne passent pas. Le FIFO, l'hygiène, la façon de travailler, le plan de table propre, des choses qui ne passent pas. Bien sûr. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est intransigeant. En même temps, c'est comme une éducation. En fait, nous, on est comme un peu... Comme on a été éduqués, comme des enfants en cuisine par nos chefs, eh ben, on éduque aussi nos cuisiniers et les jeunes que l'on forme. Et il y a des choses qui ne passent pas exactement, tout ce qui est hygiène, etc. Moi, après, on en parlait en off, il y a une chose, je pense que où on est très privilégiés, nous qui avons une formation occidentale, et puis, comme tu le disais au début, avoir fait des grandes maisons et tout ça. Aujourd'hui, moi, je fais une analyse. Dans le monde, on a de très bons techniciens, de très bons cuisiniers, de très bons pâtissiers, de très bons touriers. Mais il y a une chose que je ne retrouve pas forcément, c'est le goût. Alors, est-ce que la base... Parce que moi, je m'en souviens comment s'y est pris mon chef avec moi, Laurent Delcros, que je dédicace toujours. Il me faisait goûter. Goûte. Ça doit avoir ce goût-là. Ça a ce goût-là. Ça, c'est pas ce goût-là que ça doit avoir. Ouais. Et moi, j'ai l'impression qu'on a tellement privilégié le visuel, privilégié la technique, privilégié toutes ces choses-là, et je vais te prendre une métaphore, je pense que tu vas me rejoindre dessus, comme le monde de la pâtisserie. Depuis quelques années, on a affaire à des crèmes végétales qui sont utilisées pour monter les pâtisseries, et on a de super belles pâtisseries. Waouh, quand tu les vois sur Internet ou dans la vitrine, mais dès que tu manges, pour moi, c'est impossible à manger. Et je préfère un bon gâteau de grand-mère avec une bonne crème pâtissière. Tu vois, une bonne génoise imbibée au sirop. Je te comprends, je te suis. Et qu'est-ce que tu penses de cette évolution de la technique privilégiée au goût? D'abord, je trouve ça très dommage. Franchement, moi, dans mes cuisines, je privilégie énormément le goûter. Donc, c'est-à-dire que... Enfin, le goût. Donc, c'est-à-dire que, vu la conjoncture aussi, la cuisine en général, bon, il y a évidemment l'élite qui, c'est du fine dining, la gastronomie pure,
Ça, on va mettre ça un peu à part parce que c'est vraiment pour un créneau bien précis. Mais on revient quand même fameusement je vais dire, à la brasserie, à la bistronomie, la brasserie. Il y a 2 cuisines pour moi qui sont en train d'exploser. C'est l'urban food, retravaillé. Et même là, d'ailleurs, tu fais un travail exceptionnel. Je te suis toujours, j'ai toujours Sur envie le de goûter. fast casual. Sur le fast casual, un petit peu, tu amènes ta technique culinaire, gastronomique que tu as hérité par ton apprentissage, par tes années de travail, à un monde qui est quand même très demandeur aussi de retrouver du goût et pas avoir le stéréotype de, bon, sans le citer de nom, mais il y a des poudres de ceci ou des poudres de cela. C'est de refaire des choses de basiques et même parfois je dirais en fast food, ou du moins en casual food, les gens cherchent une différence, ils cherchent du goût. Et moi, en tout cas, je fais énormément goûter mes hommes. C'est-à-dire que quand on fait une recette, d'abord tout est sur fiche technique très pointue. Ils peuvent, les yeux fermés, ils suivent la recette, ils vont avoir le même résultat, c'est ce que je n'arrête pas de leur dire. On essaie de revenir, si tu veux, à une cuisine de 2024 qui va s'approcher des pâtissiers. Les pâtissiers, quand ils font des recettes, du pâte à chaud ou n'importe quoi, c'est grammé, c'est millimétré. C'est une science. Et je pense que la cuisine, même si on doit laisser un côté un petit peu artistique, parce qu'il y a le côté un peu le chef, mais une fois que c'est défini, on laisse comme ça et on fait la fiche technique qui va faire qu'on va avoir ce linéaire. Et malheureusement maintenant, comme ce métier malheureusement va très vite, on a des chefs qui sont chefs très vite, alors que dans notre génération, en tout cas on a à peu près la même génération, Oui, bien sûr. Il fallait avoir une trentaine d'années pour espérer d'avoir un commencement de responsabilité réelle. Oui, aujourd'hui, il y a cette appellation qui est vite donnée à chef. C'est ça. Un cuisinier qui devient vite chef. Après, moi, je me souviens toujours c'était Monsieur Duvillier, je pense, qui s'appelait, ce chef cuisinier qui était passé, je crois, directeur du CFA où j'ai fait ma formation. Quand on avait eu le diplôme, donc BEP, CAP, que moi, j'avais essayé d'entamer une année bac pro. Après, je n'ai pas été jusqu'au bout. Il nous disait, maintenant, on va vous apprendre qu'est-ce que la différence entre un chef cuisinier et un bon cuisinier. Il y a des bons cuisiniers qui cuisinent mieux qu'un chef cuisinier. Bien sûr. Mais un chef cuisinier est un businessman. Un chef cuisinier est celui qui va savoir te faire une carte, te calculer des prix de revient et faire gagner des sous à l'entreprise. Tandis qu'un bon cuisinier n'est pas forcément un bon chef. C'est comme un bon joueur de foot qui ne devient pas forcément un bon entraîneur d'une équipe. Et aujourd'hui, moi je le vois aujourd'hui, parce que ce qui me permet, moi, de bien me développer dans mon business, c'est que je suis un businessman. Et que même si j'ai la passion, la technique, etc., ce qui fait que je peux avoir certains postes ou certaines missions, et je pense que c'est le même cas pour toi en l'occurrence, vu que tu fais que du consulting en ce moment, c'est cette chose-là, cette vision de patron, de business, parce que moi-même, j'ai eu mes restaurants. Chez toi, tu as eu tes business de traiteur, etc. Donc, tu sais là où tu fais des petites des pertes et là où tu fais des gains. Et aujourd'hui, il faut le comprendre parce qu'il y a beaucoup de clients, et je pense que toi-même, tu en as affaire, qui appellent et qui disent, écoute, je vais mettre tant d'argent dans un restaurant, il me faut un chef. Ok, mais déjà aujourd'hui il y a très peu de chefs et un vrai chef, entre guillemets, il préfère faire son affaire à lui en réalité, parce que c'est tellement demandé qu'il n'aura pas de mal de trouver un investissement pour faire son propre restaurant. Et comme la majorité des investisseurs ne sont pas du domaine de la restauration, ils se mettent à investir sur des personnes, et je le dis parce que c'est notre profession et on doit être là pour elles, qui ne sont pas adéquats à ce poste-là. Exact. Et au final, tu te retrouves avec des restaurateurs. Bon, on va pas se plaindre, c'est ce qui nous donne du boulot. Oui, on va pas se plaindre. Mais non, c'est tout à fait... La vision que tu viens d'expliquer, c'est tout à fait ça. On est dans un monde où... N'oublie pas aussi qu'une chose, c'est que pour les chefs de cuisine, on en demande de plus en plus. Comme tu as dit, évidemment, on parle de faire une assiette, faire une carte, faire un concept, etc. Mais on demande aussi de savoir gérer une crise dans sa cuisine, une crise par rapport à un client. Il faut avoir un relationnel important. Donc, ça demande quand même des choses qui sortent du métier de départ, qui est simplement fait à manger.
Donc le métier a évolué en bien. D'ailleurs, encore merci à nos anciens de nous avoir permis de briller grâce à des émissions de télévision qui ont fait des renoms. Et que maintenant, je trouve qu'on a des cuisiniers qui viennent avec passion. Ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Quand tu ratais des études, quelles qu'elles soient, on disait fais la cuisine, au moins tu auras à manger. C'est vrai que c'était... Je ne sais plus avec qui j'en parlais dernièrement, mais le métier de cuisinier n'était pas un métier qui était valorisant. Valorisé, c'est clair. C'était moi, quand j'ai dit à mes parents, je veux faire cuistot, qu'est-ce que tu racontes? Va faire des études. Idem pour moi. Et alors aujourd'hui, waouh, les chefs c'est des stars, les chefs aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est des gens, parce qu'en réalité, un chef est bien payé. Un chef fait beaucoup plus d'argent qu'un travailleur lambda. Un chef a des responsabilités et en réalité un statut social élevé. Mais comme tu l'as dit, par le biais de tous ces grands chefs qui se sont battus pour nous, que ce soit les Paul Bocuse, que ce soit les Guy Savoy, et que ce soit même des chefs de pays qu'on ne connaît pas, qui ont surfé sur ces grandes vagues de grands chefs français, italiens, japonais, qui aujourd'hui, chaque pays veut ses stars dans ses cuisines. Bien sûr, c'est à l'époque de la génération que tu viens d'expliquer, c'était médiocre entre guillemets d'être cuisinier. C'était pas le bouseux, mais c'était un petit peu celui qui était comment on appelait ça encore. Il y avait un terme à l'époque que j'ai oublié. Et en fait, le patron ça va mettre une veste de cuisine, les cacher. Maintenant, à l'heure actuelle, même si on n'est pas de la cuisine, ils vont mettre une veste de cuisine pour montrer un côté positif du restaurant. Il y a même des usurpateurs d'identité que moi je connais qui mettent des fois des vestes de cuisine et je leur en veux pas tant qu'ils arrivent à faire du business et qu'ils rendent pas malades les gens et qu'ils font de la bouffe correcte. Mais oui, aujourd'hui, c'est devenu un statut social. D'être cuisinier, chef cuisinier, c'est très demandé aussi. Alors... je suis d'accord avec toi sur certaines choses positives que tu as tirées, mais il y a aussi des choses aujourd'hui négatives, malheureusement aussi, que moi j'ai pu voir, qui sont tout ce qui est le manque d'envie d'apprendre. Parce que tu as des passionnés, je suis d'accord avec toi, tu as des gens aussi qui savent que c'est une valorisation. On a aussi aujourd'hui un manque dans beaucoup d'entreprises. Je parle notamment en Europe. En Europe, on a un très gros problème sur la main-d'œuvre, où la main-d'œuvre aujourd'hui, elle est très dure à avoir, où on a des nouvelles vagues migratoires qui sont embauchées. En ce moment, par exemple, en France, on a les Afghans, les Bengalais, des Soudanais, des Népalais, et en fait qui sont anglophones, anglophones. Ils parlent l'anglais. Alors c'est très compliqué au niveau de la cuisine. Bon, moi j'ai un petit anglais donc on peut, mais je vois et j'ai beaucoup en ce moment de propriétaires de restaurants qui se plaignent car en réalité, dès qu'ils sont régularisés, qu'ils ont les papiers, c'est très dur. Alors, moi j'aime pas parler du négatif, mais c'est des choses qui existent dans notre métier. Donc trouver des solutions à ça, je ne sais pas comment. Parce qu'on est en France, tu sais, nous, c'est le pays en plus des aides. Ça veut dire que ça aide dans tous les sens. Et le mec qui se dit, pourquoi je vais me lever tous les matins, aller dans ce restaurant, travailler, et pour une paye pour un SMIC, alors qu'en faisant rien avec les aides, je peux avoir tout autant d'argent, je trouve un petit travail au black, et puis derrière, je vis bien ma vie. Alors, c'est triste parce que nous, à l'époque, c'était dur de rentrer dans ce métier. Moi, quand j'étais jeune... Pour trouver un patron qui t'embauche, c'était vraiment difficile. C'était le paradoxe. Au même titre que c'était pas un métier qui était gratifiant, le paradoxe, c'était de trouver une entreprise qui t'accepte. Alors aujourd'hui, on a plein d'entreprises. Ça s'est décuplé, les restaurants. Parce qu'aujourd'hui, plus personne mange c'est très rare les gens qui mangent à la maison. Surtout avec les bureaux, avec le temps qui passe vite, etc. Alors, je sais pas si toi, tu aurais quelques astuces. Parce que moi, le premier, j'aimerais les avoir pour ces hommes et ces femmes qui investissent de gros budgets dans des restaurants par rapport à cette main-d'œuvre qui est un peu pas motivée ou qui n'est pas forcément passionnée. Alors, par rapport à la France, je ne peux pas te répondre tout à fait, mais par rapport, en tout cas, au Maroc, je peux essayer de voir un peu comment... Je connais un peu mieux, parce que ça fait 10 ans que je suis là. Il faut savoir aussi qu'au Maroc, le respect entre le patronat et je vais dire, on parlait de la cuisine, parfois c'est un peu compliqué, les salaires ne sont pas très élevés, etc. Donc c'est un peu compliqué.
pour moi, je pense qu'il faut valoriser ce métier à juste titre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va qui se motiver, qui va donner tout ce qu'il peut, etc., n'est pas forcément remis en valeur par après. Et ça, je pense qu'au niveau du patronat, au niveau des investisseurs, il est important de voir un petit peu dans les gens qui peuvent engager et de les mettre de les accompagner. Souvent, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a un chef de cuisine qui est en place, par exemple. Le chef de cuisine, pour une raison ou pour l'autre, il s'en va. On dit au numéro 2, en général, il va partir avec le chef. En général, ils partent en 2. Il y a le numéro 3. On a ça chez nous, un premier chef de parti. On lui dit du jour au lendemain, toi, tu deviens le chef. Et là, on vient à le paradoxe que tu as expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, il était très bon au fourneau, il était très bon, il faisait des sauces qui étaient impeccables, il n'est pas préparé, je vais dire, à faire du management, il n'est pas préparé à tenir une équipe, parce que entre eux, être collègue et être leader, c'est pas la même façon de voir les choses. Et ça, ce que je reproche parfois ici, et je pense que ça a bougé, mais il y a encore beaucoup à faire, c'est d'accompagner les leaders de la cuisine, le top management de la cuisine, de les accompagner par des petites formations, par des remises en question, comment parler aux gens, la main de fer dans un grand vélo. Parce qu'en général, tu l'as ou tu l'as pas. Ou bien c'est inné, tu as vécu et tu as évolué avec, mais il y a des gens pas forcément. Ou bien il faut un accompagnement pour te permettre à devenir. Par exemple, moi, je prends mon cas perso, je n'étais pas du tout sociable. J'avais peur de parler aux gens. Et même au restaurant, c'était... Voilà, mon chef, il peut le dire, je le dis toujours, j'étais parmi les plus nuls. Et c'était juste avec le travail et l'envie, la passion. Je me dis, un jour, il faut que je devienne fort. Et je te jure, c'était des nuits, des journées à passer, à être coupé du monde et à cuisiner. Et refaire, à comprendre. refaire. Après, il y a une chose qui m'a aidé, c'est qu'une période de ma vie, j'ai fait les marchés. Ah ouais, ça... Et faire les marchés, ça m'a permis de devenir social, de parler avec les gens, de s'ouvrir. Parce qu'au marché, si tu ne sais pas parler, tu ne vas rien vendre. Ah. Alors quand tu arrêtes, tu décides de devenir businessman et d'avoir ton restaurant, demain, tu es le chef. Si tu ne sais pas parler à tes clients, que ce soit demain pour vendre, je sais pas, demain tu as un mariage, tu veux vendre ton service traiteur, si tu ne sais pas parler avec les clients, bah ouais, Steph, c'est un bête de cuisinier, c'est un bon chef, mais il ne me donne pas envie de travailler avec lui. Faut pas se mentir. Le business, c'est ça. C'est un storytelling, c'est une histoire, c'est une passion, c'est partager. C'est partager avec ton client. Oser. C'est-à-dire que quand le service est fini, savoir sortir de sa cuisine, avec une veste propre, bien sûr, d'aller à une table et de savoir de la façon dont le client va te parler. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi une analyse de la situation, de savoir dire, là, je l'embête, ou là, il a envie de discuter. Et de prendre 1 ou 2 minutes au client. Je vois c'est pas mal, ça, c'est vrai. Tous les restaurants dans lesquels le chef sort, tu donnes du temps au client. Waouh. Je veux dire, quand tu as un restaurant qui fait 800 couverts, est-ce que tu vas plaire les 800 couverts? Non, il y a toujours un petit problème, la cuisson qui n'était pas bonne. Après, bien sûr. C'est normal. Moi, j'ai toujours à mes serveurs, je ne veux pas qu'un client sorte pas content. Donc, si vous n'avez pas géré la situation de crise, vous m'appelez, je sors. Donc, j'arrive, toujours bien habillé, etc. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ne vous en faites pas, on est en train de refaire votre plat, mais dites-moi ce qui ne va pas, qu'on ne puisse pas faire la faute une deuxième fois. C'est rien que de prendre ce temps, de sortir de ta cuisine, d'aller voir le client, de lui donner le temps qu'il faut, 9 fois sur 10, le problème, il est résolu. C'est ça que je dis, mais il faut savoir le faire. Donc, c'est-à-dire, ça aussi, c'est quelque chose qu'un chef, un cuisinier qui commence petit maintenant et dans 10 ans, où est-ce qu'il sera, ça s'apprend avec le temps. Et comme tu as dit, toi, tu es passé par le cap des marchés, mais il y a plein de systèmes qui font que tu attrapes cette timidité ou cette peur d'une confrontation parfois qui peut être dure, parce qu'un client qui n'est pas content, c'est normal qu'ils le disent. Et comment le gérer? Et ça s'apprend. Parce que... Bien sûr. Moi, je m'en souviens, tu sais, avant chaque service, que ce soit le midi ou le soir, à 11h30 le midi, on mangeait ensemble. Donc, serveur et cuisinier mélangés. Et là, on faisait un point. Et le chef, en vérité, manageait aussi bien l'équipe de cuisine que la salle. Et moi, de ça, j'en ai hérité que je vois qu'il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui vont dans le restaurant, mais ne parlent pas avec les serveurs et la salle. Moi, je parle toujours avec les serveurs. Et je leur explique exactement ce que tu disais tout à l'heure. Je leur dis, un client qui n'est pas satisfait dans son assiette peut l'être par l'accueil et l'écoute. Un client que tu viens, que tu lui as raté, voilà, le plat, il était raté. Si tu lui expliques, tu lui offres un cadeau, tu lui parles, il reviendra. Mais si tu le laisses comme ça, il ne reviendra. Ah, c'est sûr. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de science exacte dans la bouffe et des fois, il n'y a pas de risque zéro.
Puis Donc, n'oublie pas aussi une chose, c'est qu'un client qui sort de chez toi qui n'est pas content, ben, ça va être 10 personnes qui vont être au courant. Un client qui sort de chez toi et qui est content, il va en parler qu'à 3 personnes. Donc, c'est vrai. Vois le ratio, ça va très vite. C'est dur de gagner un client, mais facile de C'est le ça, perdre. c'est ce que je voulais te dire. C'est très. Bon, en tout cas, c'est bien. Moi, ça me plaît d'avoir parlé de tout ça. Alors après, là, on va rentrer dans un peu plus personnel, parce que moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est surtout cet humain. Et qu'Allah te préserve pour ça. Parce que, avec l'expérience et tous ces voyages, on va dire, on arrive à avoir une force d'analyse sur le comportement, sur, on va dire, la personnalité des gens. Je pense que toi aussi, avec toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Et moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir un peu analyser, voir comment tu es, etc. Et un jour, ben, j'étais content d'apprendre que tu es converti à l'islam. Tout à fait. Donc, comment ça s'est passé? C'était à quel moment? Un peu ta gamberge, ça c'est plus pour moi personnellement, parce qu'on est dans un moment intime, et j'aime partager ces choses-là, parce que moi-même, je me considère un peu comme un reconverti, parce que j'ai découvert l'islam dans un certain âge, et je l'ai pratiqué à un certain âge aussi. Donc, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait chaud au cœur, et j'ai compris aussi, voilà, la bonne personne que tu es. Alors, je vais t'expliquer. Donc, j'étais à Dubaï. Et puis, j'ai fait une crise d'appendicite que je ne savais pas. Donc, ça s'est transformé en septicémie. Septicémie, tu sais, c'est très dangereux. Grosse infection, quoi. Ça a éclaté. Grosse infection. Je vais t'expliquer pourquoi j'en viens à ça. Donc, à un moment donné, je me retrouve à l'hôpital. Et ce qu'on dit toujours, à un moment donné, je me vois en 3D. Et je vois ce fameux tunnel blanc avec une lumière très forte au bout. Mon fils m'appelle. Enfin bon, je reviens un petit peu. Et je passe les détails. Bon, c'est ça. Je me suis dit, moi qui étais d'une autre religion, mais qui n'étais pas pratiquant du tout, je me suis dit, il existe quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au Coran, à la Torah, à la Bible. J'ai même essayé de lire un peu la franc-maçonnerie. Tu vois, c'était très large parce que je voulais comprendre et je voulais chercher ce qui me convenait le mieux. Et c'est en cherchant, parce que je ne suis pas converti parce que je me suis marié avec une musulmane, je me suis converti bien avant. Il faut le savoir. Non, mais c'est important que le sachent. Parce que parfois, il y a des étrangers qui se sont convertis pour le mariage et en fait, il n'y a aucune valeur. Donc, je me suis vraiment converti par conviction. Et en lisant tous ces livres saints, je me suis vraiment rapproché du Coran en me disant c'est vraiment ça qui me plaisait. Et j'ai eu la grande chance d'avoir une épouse qui ne m'a jamais forcé, mais qui était toujours là pour me répondre à mes questions. Et des fois même me disait, va sur Internet, va chercher toi-même. Donc le fait de faire cette démarche d'aller chercher par soi-même, pour quelle raison, pourquoi ceci, pourquoi cela, ça m'a appris à aimer encore mieux cette très belle religion. Et je me suis senti bien et en pleine osmose. Donc pendant le Ramadan, c'est quelque chose que j'ai vécu. Le premier Ramadan, je l'ai vécu aux États-Unis, parce que je me suis converti aux États-Unis, à Miami plus précisément. Ah ouais, ah oui, carrément. Et en tant qu'affaire, mais bon, évidemment, il y a moins. C'est vraiment pas commun. Je m'attendais à la grande mosquée d'Abu Dhabi. Ah non, c'est. À la visite. non, c'est carrément. Et en plus, à Sarasota. Donc, Sarasota, c'est encore pas Miami, c'est 5 heures de route de Miami. D'accord, ok. C'est de l'autre côté, près du golfe du Mexique. Et donc, je me suis converti. Et le premier Ramadan, je me rappellerai toute ma vie, j'ai trouvé ça tellement beau. D'abord, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Au départ, on va tout expliquer. Mon épouse et moi, on se retrouve après quelques années. Et puis, tu la connais, Bouchra. Bien sûr. Et tu sais, après quelques années où on n'est pas ensemble, on a un petit peu évolué différemment, on n'est pas en osmose. D'accord. Donc, on se retrouve à l'aéroport. À l'aéroport, je dis un truc, elle le comprend mal parce qu'une femme et un homme, c'est pas toujours la même chose. Elle part et je sais que c'est la femme que j'ai besoin, ça je le sais, mais que si elle prend l'avion, qu'elle retourne à Dubaï parce que j'étais à Miami, c'est fini, je n'entendrai plus jamais parler de ma vie. Donc, je regarde le ciel, ce que on ne devrait pas faire, je sais, mais tu sais, il y a des fois, tu vas chercher dans quelque chose, je dis, si cet avion-là ne décolle pas, je passe le cap, parce que ça faisait longtemps que j'étais en train de dire, j'y vais pas, je me convertis. L'avion, crois-moi, 1 heure après, elle m'appelle, elle me dit que c'est personnel. Elle m'appelle, me dit l'avion n'a pas décollé. Est-ce que tu viens me chercher à l'aéroport? Bon, ok. Donc après, on a discuté, ça s'est bien passé. Elle est repartie à Dubaï le lendemain. Mais 15 jours plus tard, je me réveille un matin, je me dis, mais je suis pas quelqu'un de correct parce que j'ai promis quelque chose et en fait, je l'ai pas fait.
Donc si demain je meurs, je vais mourir musulman. Et donc là arrive je vais dire un orage tropical, où tu sais, tu fais à peine 1 mètre, tu es trempé. Et je dis, ma femme me dit, écoute, si tu n'es pas prêt, n'y va pas, c'est pas ça pour moi. Non, je sais que je veux. Et je pars. Et arrivé, parce que les mosquées aux États-Unis, je sais pas, en tout cas celles que je connais, sont en parking rond, et elles sont au milieu, en rond. Et en fait, si tu veux, tu sais pas, vu que les portes sont un petit peu différentes, tu n'arrives pas à savoir par où tu dois rentrer. Parce qu'entre les prières, c'est pas visible, parce que les portes sont encastrées, etc. Et il y a des fingerprints. Parce que ils ferment les portes, parce que tu sais, parfois aux États-Unis, il peut y avoir des excès. Quel soit le problème. Et en fait, après, j'attends. Et au bout d'1 heure, sort un imam qui est un imam d'origine marocaine et qui me dit pourquoi tu veux devenir musulman, etc. Et puis il m'a appris à faire les ablutions. Vraiment, j'ai été pris en main, il m'a expliqué, il m'a guidé, etc. Et au bout d'1 heure, je sors. Et crois-moi, j'ai plus la photo parce que j'ai perdu mon téléphone. Au moment où je sors, je vois la mosquée, je le regarde. Et tu sais, tu as le croissant. Il faisait super soleil, le soleil juste au milieu du croissant. Tu m'en parles, j'ai la chair de poule. Enfin, je t'en parle et j'en ai la chair de poule. Voilà, et ça a été, une multitude de choses qui m'ont rendu cette religion que j'apprécie, que j'aime beaucoup, que je pratique. Je devrais le faire encore plus, parce que c'est vrai que ce métier, malheureusement, c'est pas une raison, on est bien d'accord, mais c'est vrai que parfois, le ramadan, j'adore ça, les prières, se retrouver, etc., j'adore ça. Et donc, j'en reviens, je me convertis à l'islam, et le moment le plus beau que j'ai pu ressentir, ça a été le premier ramadan sur place, comme je t'expliquais, où tous les musulmans du monde entier, c'est pas comme ici. Ici, tout le monde est musulman. Enfin, il y a beaucoup de cross-côté. Là-bas, c'est différent. Ouais, c'est se retrouver à la mosquée, on faisait les prières ensemble et on mangeait, chacun venait avec un plat de son pays, mais tu avais des musulmans du monde entier. Et il y avait un partage. Et j'ai trouvé ça tellement chaleureux, tellement beau que ça m'avait touché. Ça m'avait vraiment touché au plus profond de moi-même. À Miami, franchement, ça me touche, moi, parce que je ne m'attendais pas du tout que ce soit à Miami. C'est magnifique, ça prouve que voilà, tu peux être touché n'importe où dans le monde. Et je sais qu'aujourd'hui, ça régit beaucoup ta vie. Oui. Parce qu'on en parle souvent on en revient. Même ta femme, machallah, un grand salam à elle, qui, pour moi, vous êtes un couple vraiment... j'en parle tout le temps à ma femme. Machallah, je lui montre les aventures et tout. Et là, justement, on va transiter sur cette Umrah. Ouais. Donc, qui a été grand moment, le grand moment que tu m'as dit qui est inexplicable, sur lequel tu n'arrives pas à mettre de mots. Donc, c'était cette année la première? La première, oui. C'est la première fois que je suis allé faire Mais l'Umrah. d'une façon que peu de personnes ne font. Je crois c'est parti en moto, etc. C'est ça. La première semaine, on est parti 1 mois. La première semaine, c'était l'Umrah et tout ce qui découle de l'Umrah, c'est-à-dire la Médine, etc. Enfin, vraiment tout ça. C'est vraiment très religieux, très spirituel. Mais en moto, ça, vous avez été? Comment ça s'est passé? En fait, les motos sont parties d'ici en container. D'accord. Elles sont arrivées à Jeddah. Elles sont restées à Jeddah. Nous, on ne roulait pas en moto pour aller à l'Umrah, d'accord. D'accord. Donc, donc, quand même. Mais on a récupéré les motos après la semaine, je vais dire, la semaine spirituelle, religieuse. Et là, on est parti faire un tour dans tous les pays du GCC. Donc, on était en Arabie Saoudite, évidemment. On est monté en Jordanie. Après, c'était Bahreïn. Non, d'abord, comment on appelle encore ça? Vous avez fait Koweït, Bahreïn, Qatar. Ça, c'est qu'une association, vous avez fait ça? Oui, avec le Club Royal de Moto. D'accord, on leur fait une grande dédicace que j'ai suivi, moi, vos périples. C'est comment ça s'appelle? Le Club Royal Moto. Le Club Royal Moto, donc du Maroc. Et franchement, j'ai kiffé. Bon, j'ai vu que c'était des fois un peu fatigant. Je te voyais dormir sur des trottoirs. Hein? Ça a été... Fallait récupérer... on pouvait prendre 20 minutes, on les prenait. Et donc, vous avez commencé par l'Arabie? Donc, l'Arabie Saoudite, c'était l'épicentre. Parce que évidemment, pour aller dans chaque pays, il faut rentrer de nouveau dans l'Arabie Saoudite pour rentrer dans le suivant. D'accord. Donc, Arabie Saoudite, on est remonté vers la Jordanie, on a traversé la Jordanie, on est rentré au Koweït. Alors, on est rentré nouveau en Arabie Saoudite, on est rentré à Bahreïn, on est ressorti, on est rentré à Doha, enfin au Qatar. Ouais. On est ressorti, on a traversé tout le désert, le fameux désert très dangereux qui relie en fait Doha à le sultanat d'Oman, pardon. D'accord. Et voilà, c'était un grand voyage, à peu près 6000 km en moto, sur la moto. La liberté, Et comment t'es tombé, 105 motos, mais comment t'es 150 tombé dans personnes. la moto? Parce que je sais que t'es pas...
Alors, À la base, c'était pas... La moto, je l'ai en effet il y avait très longtemps. Et puis j'avais arrêté. Pour des raisons personnelles, j'avais arrêté. Et puis Bouchra, mon épouse, elle, c'est une passionnée. Elle, c'est une vraie motarde. C'est-à-dire que s'il faut changer sa batterie, l'huile, la vraie motarde. D'ailleurs, elle est très respectée des motards parce que même si c'est une femme, elle va mettre du combu sur ses mains. C'est la vraie motarde. Elle peut être très bien habillée, tip-top pour aller au Bourget Arabe, et très bien être à quatre pattes en train de faire son moteur, etc., changer de moteur. Enfin, peut-être pas le moteur, mais en tout cas la batterie. C'est une vraie biker. C'est une vraie biker. Et puis, à un moment donné, elle était rentrée dans ce club royal de moto, et puis moi, je suivais avec la voiture. En général, c'est l'inverse. Toi, le motard, c'est l'homme, et la femme suit avec la voiture. Donc, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis j'avais vraiment envie de... Je dis, j'en ai marre de suivre avec cette... c'est pas moi. Et donc, je me suis dit, je vais me racheter une moto. Alors, j'y vais pas. Tu sais, tu t'hésites, je tombe par terre. Tu vois toujours le négatif. Ouais. Et puis un jour, ça c'est ma femme, je la connais, je suis en consulting à Fès, et puis je rencontre quelqu'un qui a une moto, et correspond tout à fait à ce que j'avais envie comme style de moto. C'était quoi comme marque? Une Goldwing, donc Honda Goldwing 1800, c'est 405 kilos quand même à manœuvrer. Ouais. Et je l'appelle, et puis je lui dis, tiens, j'ai vu une moto, elle est top, pas plus, pas moins. Et comme c'était le moment où on investissait pour la maison, elle me dit quelques jours après, envoie-moi ta copie de ton passeport. Moi, je lui envoie la copie de mon passeport, mais sans aucune arrière-pensée. Je pensais que c'était pour la maison. Et en fait, grosso modo, je ne sais pas ces détails. 15 jours après, je rentre à la maison, et qu'est-ce qu'il y avait sur le trottoir? Tout était fait, les papiers, la moto était là, une personne l'avait ramenée de Fès et l'avait mis sur le trottoir, et j'avais plus qu'à dire, bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à rentrer dessus, de monter dessus. Donc, voilà. On y va. Donc elle m'avait offert la moto. Ah ouais, magnifique. Et depuis, tu es parti sur les routes et tu fais souvent de la moto. Dès qu'on peut se décompresser, parce que tu sais bien que c'est un métier qu'on adore, mais qui est très prenant au niveau les nerfs, la fatigue, la etc. la fatigue. Voilà, quand on veut le faire bien, ça nous prend du temps, mais on adore. Mais dès qu'on peut essayer de prendre un petit peu d'air, un bol d'air, même parfois je vais travailler en moto, parce que le fait de rentrer en moto, tu prends un bol d'air. C'est vrai que les souvenirs en moto ne sont pas les mêmes. Moi, le peu de motos que j'ai pu faire, ou d'engins, ou de quad, ou de jet ski, tu vois, moi, je suis pas du tout mec à moteur, mais le peu que j'ai pu faire, c'est vrai que les souvenirs et les sensations ne sont pas les mêmes que dans une voiture où, en fait, c'est totalement différent. Et après, voilà, c'est sur 2 roues, donc il faut faire attention, les gens... Ouais, c'est vrai. Mais franchement, ça les décompresse, les sensations sont magnifiques. Tout à fait. Tout à l'heure, tu me disais une chose qui, je pense, que moi-même je vis un peu actuellement, et tu me disais, là, voilà, ça fait quelques années que tu es dans le consulting, tu as ta boîte, etc., mais que là, t'es un peu fatigué. Quand on dit fatigué, voilà, peut-être psychologiquement, moralement, et que peut-être avoir une place fixe, peut-être, était une chose un peu mieux, ou de moins bouger, de moins voyager. Voilà. Qu'est-ce qui nous mène à ça? Parce que j'ai l'impression que les cuistots, si on est un peu aujourd'hui des éternels insatisfaits. Mais d'abord, il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui m'ont fait prendre cette idée. Un, c'est le fait que tu bouges beaucoup, donc tu sais, tu as une vie de famille malgré tout. Tu sais que tu as une famille avec une famille nombreuse, donc c'est pas toujours évident. Les enfants grandissent, etc. Bon, moi, j'ai la chance qu'ils sont très grands, mais malgré tout, tu as chez toi, bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi une insatisfaction personnelle. Je vais t'expliquer. Quand tu es consultant, tu viens pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus peut-être, mais enfin, un temps bien défini. Donc, tout se passe bien, et tu as toujours l'impression qu'au moment où tu vas partir, tu n'as pas fini ton travail. Tu n'as pas été à 100%. Et tu l'as mis en place, tu as fait toutes les procédures, tu as fait tout ce que tu pouvais pour que ça soit nickel, mais après, il suffit que le chef que tu as formé parte, ou une partie de la brigade parte, le projet pourrait facilement vaciller. Je sais que toi, tu fais beaucoup de recherches sur le suivi. Je vois souvent sur les sites. Voilà, pour voir un comme petit peu. Comme je dis, moi, c'est un peu tous mes bébés quand c'est lancé, mais je comprends totalement ce que tu dis parce que, voilà, des fois, il y a des nouveaux chefs ou il y a une nouvelle équipe. Bien sûr, et qui se disent tout ce qui s'est passé avant, c'était avant, maintenant on va changer. Bon, bref, ça, c'est leur droit. Et donc, ayant 55 ans, c'est pas encore vieux, tu vas me dire, mais je sais que j'ai encore quelques années devant moi, j'ai envie de remettre, si tu veux, mon énergie dans 2 choses. Je vais dire,
un emploi fixe qui va faire d'évoluer, de faire avancer le schmilblick, comme on dit toujours, comme disait Coluche, de faire avancer les choses d'une façon à ce que c'est pas 3 mois, mais ça fait à du long terme. Et 2, pouvoir assimiler encore plus cette formation aux jeunes, devoir les accompagner encore plus. C'est-à-dire que chaque mois, j'aime beaucoup prendre des stagiaires d'école hôtelière, que ce soit Polo, enfin, ici, on est à Casablanca, mais on est à Marrakech, mais Polo, c'est le FPT de Casablanca. Donc, chaque mois, je prends beaucoup de stagiaires pour essayer de voir. Et dès que je vois des passionnés, parce que tu le sens vite, on est des professionnels, tu vois le jeune qui se tient droit, qui veut apprendre, qui va te dire, moi, la semaine prochaine, je ne suis pas là, mais je vais venir quand même apprendre à faire les sushis, parce qu'il sait qu'il y a un événement sushi. Tu te dis, ah, ça, il faut les suivre, parce que là, il faut leur donner leur chance. Et quand on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et je me dois d'être là pour des gens, de la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je sais que toi aussi. Donc, après, c'est pertinent, parce que aujourd'hui, au début, oui, c'est bien de voyager. Oui, c'est bien d'être appelé, c'est bien d'être une référence. Mais à un moment donné, il y a la stabilité. Après, moi, j'arrive pas à garder un poste fixe. Hein. Pourtant, je l'ai fait pendant des années. Mais aujourd'hui, pour ça que je me dis, pourquoi ne pas monter un centre de formation, créer les premiers centres de formation référents, des centres de formation privés, référents, et qui appuieraient les centres de formation gouvernementales qui font du très beau boulot à travers le globe, partout, et d'être complémentaires en étant, en gros, des consultants, mais à poste fixe. Ça peut être... T'as vu, je pense qu'aujourd'hui, se dire en vérité, parce que moi, j'entends bien ce que tu me dis, mais si demain, vas-y, on prend un poste dans un restaurant ou dans un groupe hôtelier, parce que ici, c'est beaucoup ce qu'il y a. Ok, on va former des gars, mais on va former des gars pour une boîte, pour une structure, pour un restaurant, pour un groupe. Alors que si on avait nos entités, nos bureaux à nous, nos maisons à nous, nos centres de formation à nous, à notre façon, eh ben là, on pourrait accueillir des gens du monde entier en réalité. Bien sûr. Moi, quand tu m'as expliqué ça tout à l'heure, tu me l'as expliqué, je trouvais ça génial. Tu vois, demain, aujourd'hui, je pense qu'à notre stade, c'est là où on doit aller, où on doit être et où on a besoin le plus de nous. Moi, j'y pense de plus en plus qu'une ville comme Marrakech, quand même une capitale internationale comme on dit, du tourisme. Il y a 2030, qui arrive. Oui, il y a 2030. Et puis même, au-delà de ça, c'est un pays référent. C'est un pays aujourd'hui, on va dire que c'est un grand hub, qui est pour moi un exemple pour beaucoup d'autres pays. Et on a ce bonheur, nous, d'être là depuis quelques années, de connaître un peu comment ça se passe et de rendre aussi un peu à ce pays qui nous a accueillis, qui nous a donné beaucoup, de rendre par le biais de la formation, en faisant devenir ce pays ou ces villes marocaines des hubs et des références dans la formation et surtout dans ce qu'on sait faire le mieux, l'hôtellerie-restauration. Là, je te suis. Là franchement, c'est une excellente idée. Parce que pour moi, ça serait la meilleure des réponses. Que quand j'analyse, oui, aujourd'hui, Stéphane, c'est le gars qu'on va appeler dans un projet pour mettre en place, pour pouvoir former les gars et puis pour voir pour que le business tourne. Tu sais, comme je te dis, il n'y a pas de meilleur cuisinier. Tu vois, il y a des passionnés et il y a surtout des hommes qui arrivent à faire tourner des business. Parce que oui, on peut parler de ce que tu veux, mais le mot d'ordre final, c'est le business. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de chefs étoilés, malheureusement, qui ferment leur structure, qui ferment leur restaurant et qui galèrent financièrement. Et de l'autre côté, il y a des gars comme nous qui ne sommes pas les meilleurs, mais qui arrivons à faire du beautiful business parce qu'on arrive à répondre aux demandes des investisseurs. Et est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui, à notre niveau à nous, dans notre case, qu'on devrait faire? Parce que, ouais, avoir un poste fixe, bon, je pense que même demain, tu m'appelleras et tu me dis, en fait, je n'ai pas tenu, je ne pouvais pas rester dans ça. Tu vois. Et par contre, un poste fixe dans une structure qu'on montrait où on partagerait avec le monde. Moi, je sais que dans mes clients aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en France, même à Dubaï, si je leur dis, bon, les gars, il faut venir vous former à Marrakech, c'est qu'ils viendront. Ouais. Oui. Parce qu'en réalité, si moi, c'est ma stratégie, je pense qu'on devrait faire plus tard, c'est, OK, vous voulez du consulting, c'est vous qui allez ramener vos équipes dans notre structure.
On va former vos gars pour le même prix que si on venait. Donc peut-être que les 2 premières années, moi j'ai fait un peu un calcul, tu vas perdre peut-être 40% de tes contrats, mais au final tu deviens une référence et tu vas gagner plus. Et surtout, comme tu disais, tu es à côté de ta famille, tu as une stabilité, tu es plus concentré aussi dans ton travail. Ça, c'est important. Des fois, c'est dur. Tu as vu quand tu vends des placements et que l'hôtel n'était pas top ou le Airbnb où on t'a mis, ça allait pas, il n'y avait pas d'eau froide, ou bien tu as dormi super tard. Puis tu es toujours en mode full, à 100%. Pourquoi? Parce que quand on fait appel à toi, c'est parce ou bien il y a une crise dans le restaurant, ou bien ils sont au début, et comme ils ne sont pas forcément c'est des investisseurs et pas forcément professionnels, tu t'occupes de beaucoup de choses qui n'est pas forcément notre travail au départ, notre cuisine, mais il y a du marketing, il y a pas mal de choses dans le fait qu'ils n'ont pas l'accès à cette information-là, donc il faut aller la chercher. Quand à peine c'est fini, au bout de 3 mois, 4 mois, peu importe, pof, tu pars et tu recommences la même chose avec le même degré de travail à faire. Bon, le travail ne fait pas peur, je te connais, mais je parle du stress que est-ce qu'on va arriver dans les temps à dire, voilà, on a promis à l'investisseur d'ouvrir dans 30 jours, 45 jours, peu importe. Je sais que tu es comme moi, on s'est avancé. Il faut sûr, c'est un stress, c'est une parole. Nous, notre travail tient par notre réputation. Et puis ça engendre qu'il y a tout un système financier derrière ça qui fait qu'on a commencé à embaucher 15 jours avant l'ouverture. Donc si on décale l'ouverture, ça veut dire des frais qui vont s'amonceler. C'est ça, on a cette pression-là. Alors tu signalais, on a aussi la pression familiale. Tu sais, moi, il y a une chose que j'en parle pas, mais depuis le 8 octobre et le tremblement de terre, il n'y a pas... Déjà, on vit dans le stress à Marrakech du tremblement de terre. Tu vois, il y a eu une petite secousse hier, j'ai vu encore. Alors imagine-toi quand tu es à l'étranger. J'en parle pas trop, je le garde pour moi, mais chaque soir de fin de mission, quand je rentre dans mon hôtel ou à l'endroit où je dors et que je suis loin de ma famille, c'est une angoisse. Alors, j'ai appris, je pense qu'à un moment donné, dans le business, on doit tous faire ça, c'est que je fais un déni de mes angoisses. J'ai plus le temps. Par exemple, je suis un mec qui a peur de l'avion, j'ai plus le temps de pas avoir peur de l'avion. Je peux pas avoir peur de l'avion parce que sinon, ça remet en question tout mon business et toute la vie de ma famille. Et tout le combat dans lequel je suis et dans ce qu'on veut faire. Et je sais que moi, depuis le tremblement de terre, il n'y a pas un soir où déjà, même ici, je ne dors pas tranquille, parce que tu as toujours ce petit rappel. Et quand je suis à l'extérieur et que tu te dis, j'ai laissé ma femme avec les enfants, et tu flippes parce que tu l'as vécu. C'est pas comme si tu ne l'avais pas vécu, nous, on l'a vécu. Et il y a un tas d'autres angoisses. L'école, un accident. Et pour réussir dans ce business, que je me suis posé la question à un moment donné, pourquoi il y en a qui arrivent à le faire et d'autres qui n'arrivent pas à le faire. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à bouger. Même ce choix que tu as de te dire, je vais à Miami, je vais à Dubaï, je vais au Qatar, je vais au Maroc. C'est pas tout le monde. Parce qu'on ne peut pas en vouloir aux gens. Moi, j'ai été comme ça. J'étais une personne, je n'aurais jamais pensé de ma vie quitter Paris. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic, j'ai dit, mais attends, le monde est grand. Le monde est vaste. J'ai une mission à moi-même, tu vois, que je me dis, il faut y aller. Mais de comprendre cette chose que dans les déplacements, parce que je sais que toi aussi tu te déplaces beaucoup dans le travail, ce stress et vaincre ces angoisses. On n'a pas le choix. On est là pour taffer. Comme tu disais tout à l'heure, on est là, on a des engagements. Il faut tenir ces engagements. Et en réalité, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est ce qui va faire qu'un Stéphane Pierre est un Stéphane Pierre aujourd'hui. C'est ce qui va faire qu'un chef Hassan ou un autre chef est à sa place. Parce que je pense que ça a dû toujours exister. On n'est pas aimé de tout le monde, on ne sera jamais aimé de tout le monde, et personne ne sera aimé de tout le monde. Mais par contre, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que le respect du travail se donne aux travailleurs. Ça veut dire, on peut pas venir juger une personne ou ceci, cela, par rapport à une chose qui nous déplaît. Tu vois ? Et pour moi, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de t'avoir invité et que je suis heureux de te connaître, parce que j'ai vu déjà la force tranquille que tu es, l'être humain que tu es, et on en a besoin. On a besoin de connaître des Stéphane Pierre. Et moi, à mon petit niveau, je veux que ma communauté connaisse Stéphane Pierre, et je veux que demain, quand les gens viennent au Maroc ou ont un projet, au même titre qu'ils m'appelleraient, ils appellent un Stéphane Pierre. Puis j'espère qu'on fera notre petit centre de formation. Je suis avec toi. Mais bon, il faut que j'arrive à te ramener à Marrakech.
Bah, écoute, c'est pas loin, Casablanca. Donc, C'est vrai, c'est pas loin. c'est pas loin, c'est pas loin. Bon, faut voir avec Bouchra, alors, si elle est Ouais, d'accord. écoute, Hein. elle suivra. En tout cas, c'est... Bah, Bouchra, moi, je sais que... Tu sais, moi, et je te jure, j'en parle souvent à ma femme. Et parce que j'aime beaucoup la fusion que vous avez, l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Parce que voilà, hein, c'est ça aussi, c'est très dur pour un cuisinier. Tu sais, moi, un jour, je rentre, j'étais jeune. Alors, Laurent, je pense qu'il va se rappeler de cette histoire. Je rentre dans la cuisine, j'avais peut-être 15 ans. Et je vois mon chef, qui est un mec costaud, qui Gaulois. était champion de lutte. Tu sais, le mec, dès que tu faisais une bêtise, il te serrait la main, il te broyait les os. Dès que tu faisais une connerie, il te mettait dans le coin et c'était parti pour un ring où... Voilà, mais c'était toujours... Aujourd'hui, ça se ferait plus, je crois, parce que c'est plus dans les Là, mœurs. maintenant, Mais à je pense- l'époque, c'était à la dure. Ouais. Et un jour, je rentre dans la cuisine et je le vois accroupi comme ça, et triste. Très triste. Tu sais, je vais le voir, je dis, chef, ça va? Et là, il me regarde et il me dit une parole, je ne sais pas s'il s'en souviendra. Il m'a dit, tu veux être chef cuisinier? Et je lui dis, ouais. Il me dit, ben, prépare-toi à être célibataire. Et tu sais, quand il m'a dit cette parole, je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Et plus les années passaient, donc moi, j'ai eu beaucoup de décrochage dans ce métier, parce que c'est un métier qui te prend la vie. Tu n'as plus de vie. Bien sûr. Moi, quand j'ai fait mes 2 années d'apprentissage, je n'ai pas vu les mariages de mes frères et sœurs. Je partais le matin à 7h30, 8h, je rentrais le soir à minuit. J'étais focus, j'étais tellement passionné. Et quand je le voyais au fur et à mesure, je comprenais ce qu'il m'avait dit parce que moi-même, je lui disais, chef, c'est quand que tu es chez toi? Si t'as pas une famille, tu veux pas des enfants? Bon, après, il a réussi à se marier, à avoir une fille, mais... Et il me disait ça. Et aujourd'hui, quand je vois notre travail, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre. Donc, un grand respect à nos femmes qui le comprennent, qui restent avec nous malgré le peu de temps qu'on passe avec eux. J'en dis toujours, et c'est vrai, on entend ça, mais c'est la réalité. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Bien sûr. Et elles sont importantes parce que c'est des confidentes, c'est parfois des punching balls. Quand je dis punching ball, on comprend, je parle Émotionnel, pas hein. physique. Émotionnel. Dis pas de conneries, non. Ah non. C'est pas... Non, mais des fois, tu peux parler. Ouais, elles encaissent, Voilà, elles encaissent. malheureusement, un stress que tu vas avoir au boulot, tu vas pas forcément le dire au boulot parce que tu peux pas. Et tu es énervé, tu rentres à la maison. Tu peux être désagréable. Je parle pas de violence, je parle de verbal où t'as pas envie de parler, tu es dans ton monde, l'homme se met dans sa grotte. C'est des punching émotionnels. Elles encaissent un peu toute notre fatigue, les moments où est-ce qu'elles ont besoin de notre présence, où on donne pas forcément. Et nous, on est là à essayer d'expliquer. Mais moi, je travaille pour vous. Moi, je dis toujours, tout est pour vous. Ouais, mais c'est dur. Et puis nous, on va pas se mentir, on est des passionnés. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Moi, je sais que dans notre métier, t'as promis à ta femme de sortir samedi soir. C'était ton jour de repos. T'avais réussi à poser un jour. Mais il y a ton client qui t'appelle. J'ai un problème samedi soir. L'autre, il vient pas. Il me laisse en galère. On va recevoir telle machine. Il faut être là pour... Tu vas y aller. Ouais. Tu vas y aller. C'est dur pour nos familles, mais c'est... Bon, moi, j'ai fait quelques efforts ces dernières années, mais sinon, non, c'est comme ça. Et ça peut être double tranchant. Et je vais répondre aussi. Là, tu as tout à fait raison, mais même quand on travaille la journée normale, des journées de 8 heures, je pense pas que tu dois en faire beaucoup. Quand on est dedans, on est dedans. Il y a un objectif, il faut y aller, il faut y arriver. Ça n'existe pas. Nous, on n'avait pas ce truc-là. Nous, c'était tant que le service n'était pas fini. On avait notre limite, nous, c'était le dernier train. Oui. Quand nous, on rentrait, on était à 1 heure et demie de route de la maison avec mon pote Stoy. Et nous, notre limite pour le chef, parce que c'était vraiment un bon gars, c'était la fin de service. On ne pouvait pas laisser tomber. Et puis tu as vu, quand tu t'en rends compte, tous les jours de fête, tous les jours de repos, nous, on travaille. C'est vrai. C'est des choses, moi, pendant longtemps, tu sais, je t'en rends pas compte. Mais pendant longtemps, tu te dis, ah ouais, mais moi, en fait, les jours de repos des gens, moi, je travaille. Donc, en réalité, je ne connais pas, je suis en décalage avec la vie sociétale. Avec la société, je suis en décalage. Nous sommes en décalage avec la société. Je vais me permettre de te donner une anecdote. Quand j'étais plus jeune, donc quand je suis arrivé vers mon père à 15 ans disant je vais faire de l'école hôtelière, il m'a dit hors de question, j'étais l'aîné dans plus d'une famille, donc il y avait d'autres objectifs pour moi. Donc il m'avait dit à ce moment-là, écoute, tu fais tes maths sciences langues, c'est des trucs le plus costaud en collège. Enfin, nous on appelle ça les rénovés en Belgique. Donc vers 15 ans, là, le premier diplôme. Et on verra après. Donc, je n'ai jamais été un élève assidu, je pense qu'on est un peu les mêmes. Il fallait juste avoir les 60%, j'ai juste les 61%, tu vois, juste ce qu'il fallait. Par contre, quand il y a eu le diplôme, je suis arrivé le voir, je dis voilà, maintenant, tu voulais un diplôme, je l'ai.
Maintenant, je vais faire ce que je veux. Pas eu le choix, j'ai fait l'école hôtelière. Par contre, ce que je ne savais pas, que j'ai su plus tard, c'est qu'à mon premier stage, c'est-à-dire à Noël, Nouvel An, premier stage d'école hôtelière, j'ai été le faire chez un ami de la famille qui avait un restaurant gastronomique dans la région de Tournai, donc en Belgique, près de Lille en fait. D'accord. Et là, je ne savais pas, c'est qu'il avait appelé le maître de stage en lui disant « Tu fais tout ce que tu peux pour le dégoûter ». Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, les gibis, ils n'arrivaient pas à nettoyer. Ils arrivaient bruts. Et on les suspendait, et quand ils tombaient, c'était bon, on pouvait commencer. C'était faisandé, comme on appelle ça. Faisandé. Non, c'est fini, c'est illégal. Mais à l'époque, c'était on parle de ça il y a 30 ans, 30 ou 40 ans. Non, 35 ans. Et donc, mais plus il essayait de me dégoûter, plus tu kiffais. Et plus je kiffais ce métier. Pourtant, les mains, je peux te dire qu'elles sentaient pendant 15 jours. Hein. Mais on parle de la passion. On revient à ce moment de la passion. C'est-à-dire que tu veux faire ce métier, tu sais dès le départ que tu vas, pendant les jours de congé, des autres, des copains. D'ailleurs, c'est simple. Tout ton réseau social d'amis de l'époque, à un moment donné, tu le perds. Ah non, t'as plus personne. Parce qu'on t'invite une fois, 2 fois, 3 fois. Non, je travaille. La 4e fois, ils t'invitent plus. Donc, tu te transformes avec un autre réseau qui est proche de la restauration. Donc, parce que les gens se comprennent entre eux. Mais ta vie de famille, tu la vis au boulot? Oui. Ah bah, tu es plus au boulot que chez toi. Mais moi, je te jure, j'ai des photos de souvenirs, moi, de mariage de ma sœur où je suis habillé en cuisinier. Parce que ce jour-là, on nous avait volé nos affaires et j'ai dû rentrer habillé en cuisinier. Et je rentre chez moi, dans le garage, ils avaient aménagé. Tu as vu, c'était le mariage, voilà, le halal, comme on dit chez nous. Et là, je vois toute la famille et tout le monde vient faire la photo. Je savais même pas. Ma mère, elle me dit, ouais, ton frère va se marier. Ouais, avec qui? Mais t'es sérieux, tu sais pas? Bah non, je sais pas. J'étais dans mon monde. C'est un monde, la restauration. On parle vraiment de la classique. Hein. Mais attends, tu as vu ton parcours? Tu as un parcours atypique. Oui. Tu es parti pas dire de zéro, mais tu es parti quand même à un niveau et tu as travaillé dans les plus grandes maisons. Des gens qui étaient gastronomiques. Parce qu'en réalité, ça, c'est bien que tu soulignes ça, parce que c'est là où tu vois que la plus grande erreur des jeunes d'où je viens, moi, et comme il peut en avoir en Belgique, c'est de s'auto-discriminer. Exact. Et en réalité, tu as vu, quand tu es jeune, tu as vu, moi, quand j'étais jeune, j'ai compris très tard la discrimination, la vraie discrimination. Parce que pour moi, tu as vu, je suis français, je grandis en France. Les Français, c'est tout le monde. Tu as vu, c'est pas le breton. Et je postulais partout. Je voyais des choses. Je voyais du racisme, mais je voulais pas me concentrer dessus. Mon rêve, moi, c'était d'apprendre à lever des filets, c'était d'apprendre à faire les sauces. Et en fait, j'étais tellement nul que mon objectif, c'était de devenir bon. Je sais pas ce que je veux dire, se dire... Tout à fait. Mon chef, tu t'es battu 2 fois plus que les autres parce que tu voulais arriver à un niveau. Exactement. Se dire, moi, je n'étais pas quelqu'un de manuel, mais mon chef, il voyait que je lâchais pas l'affaire. C'est le plus principal. Hein. Tu sais, en gros, putain, tu fais chier. C'est pas fait pour toi, ce métier. Non, mais je veux faire ce métier. J'aime ça. Regarde, maintenant où tu en es arrivé, qu'est-ce que tu préfères? Quelqu'un qui a un capital dans ce métier et qui fait rien, qui est fainéant? Ou quelqu'un qui n'a pas de capital, mais qui a un travail de fou? Je pense que tu es comme moi. Quand on est sur le côté RH ou le recrutement au niveau des ressources humaines, je conseille toujours les référents, les responsables. Prenez-moi une personne qui a envie, qui est motivée, qui a aucune expérience, qui est nulle même s'il le faut, mais que vous sentez dans ses yeux la lumière de vouloir apprendre, que de me prendre une personne qui a de l'expérience, qui se la raconte et qui va venir faire le petit chef ici en capotant l'affaire. Écoute, je vais te donner une anecdote si tu as le temps encore. L'anecdote, elle est simple. Quand je suis arrivé il y a 10 ans au Maroc, je travaillais pour une grande maison que j'ai expliqué tout à l'heure, importante sur Casablanca, et arrive à un moment donné un plongeur, un jeune qui est là, qui a fait des études, mais qui n'a pas trouvé de débouché dans son secteur. Et il va faire plongeur. Mais rapidement, je me rends compte que ce garçon, il n'est pas à sa place. Il est structuré, organisé, etc. Et je le vois toujours regarder la cuisine. Puis un jour, je l'appelle, je dis, mais tu aimerais faire de la cuisine? Il me dit, oui. Bah, écoute, on va faire un deal. Finis ton travail rapidement en plonge, et après, tu viens les petites mains au départ dans la cuisine. Il est arrivé, il a monté tous les échelons au fur et à mesure du temps, et maintenant, il est sous-chef dans une des plus grosses maisons de Casablanca. La dernière fois, je l'ai vu, il est sorti de la cuisine, il est venu me dire bonjour, je ne m'attendais pas à lui. Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je suis sous-chef ici. Merci, chef, parce que vous avez été dur avec moi, mais ça a payé. Et moi, ça m'a fait plaisir. C'est magnifique. Et il y en a plein des exemples comme ça. C'est pour ça que ce message, il est important à passer.
Parce que, au même titre que tu me dis ça, j'ai mon pote Adriano Cataneo, qui est le chef, qui est exécutif chez Robuchon aujourd'hui, qui avant était chez la petite maison LPM, donc qui est très connu dans le monde. Et le LPM de Dubaï, le chef a été un petit moment l'ancien plongeur. Qui faisait 14 ans qu'il était dans la maison et c'est devenu le chef. Moi, j'ai un collègue, la Hussein, qui est un Marocain, la Hussein, avec qui moi j'ai fait mon apprentissage, était plongeur à la base. Et aujourd'hui, je crois, il est à l'Élysée, dans les cuisines en tant que second. Ce message, il est important. Pourquoi? Pour dire à ces jeunes, ces moins jeunes, ces hommes, ces femmes, même si vous n'êtes pas le meilleur, vous pensez ne pas avoir les capacités ou ne pas être capable, mais que vous avez l'envie qui déborde et qui dépasse vos capacités, foncez-y parce que vous êtes le plus à même de devenir l'élément excellent dans n'importe quel domaine qu'il soit. Bien sûr. Et ça, c'est une chose où moi, je le vois. Je sais, tu sais, des fois, je réfléchis, je te jure, hein, et c'est là où le petit grain de sel, on va dire, il a été... En fait, ça s'est déclenché le jour où j'ai dit, écoute, je vais faire ma cuisine. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous? On emmagasine des informations. On emmagasine des techniques, on emmagasine des recettes, on emmagasine, on regarde ce que l'autre y fait, qu'est-ce qu'il y a à la mode, quel chef avait lancé tel type de cuisson, les produits du terroir de chaque pays, chaque région. Mais en réalité, qu'est-ce que tu en fais au final? Si c'est pour refaire toujours la même chose. Et c'est là, si on analyse, dans n'importe quel corps de métier, que la personne se détache et devient une entité et devient une légende. C'est en faisant à sa façon. Tu vois, le jour où voilà, tu décides de te dire, tel produit, telle chose de mon enfance, je vais la rendre comme ça. Des choses qui, parfois, pour les gens, peuvent paraître farfelues. Je ne sais pas si c'est le même cas pour toi, mais quand on était en apprentissage, ou en tout cas en stage d'école hôtelière, peu importe comment on appelle, moi j'avais un petit bloc-notes. Je notais tous les petits trucs de l'époque, mais je parle de ça il y a 30 ans. Maintenant, je vois les jeunes qui arrivent dans la cuisine, je dis, mais premier jour mais où est ton bloc-notes? Parce qu'apprenez à écrire. Parce que même maintenant, même si je ne copie pas, mais tiens, on faisait un soufflé au chocolat qui tombait pas il y a 30 ans, et maintenant on a un problème et que c'est pas le four. Parce qu'il y a eu le petit truc, le petit geste magique qu'on a appris, qu'on a oublié, parce que 30 ans, c'est normal, tu ne le fais pas tous les jours. Et je dis, mais notez. Les notes sont le plus grand trésor, en vérité. Bien sûr, c'est là que tu voles. Moi, je dis, voler les recettes. Alors, on ne parle pas de voler dans le sens propre du terme, mais c'est d'analyser comme chacun fait. Il y a des petits trucs. On donne des fiches techniques, mais les trucs, il faut aller les chercher. Moi, je dis toujours aux jeunes, tu vas comprendre l'image que je fais. Quand un jeune arrive chez moi, je lui dis, écoute, moi, je suis là pour t'aider et je vais te faire monter à cheval. Le cheval, tu vas tomber. Je vais te faire remonter à cheval. Ça peut prendre 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il faut. Mais d'aller de A à B, ça, c'est ton travail, c'est pas le mien. Et une fois qu'ils ont compris ça, tu peux avoir tout. Et je pense qu'il y a... Après, sur le sujet, quand tu parles voler, je comprends totalement. Moi, je dis toujours, on n'a pas inventé l'eau chaude. Je suis un bain-marie. Je la maintiens en température. Ça veut dire, je vais voir ce qui marche là-bas. Par exemple, ce matin, je regardais le top 10 des bistrots 2024 à Paris. Donc, vraiment de belles maisons, de Frédéric Anton à voilà, plein de chefs. Et j'analyse ensuite le marché sur les territoires où je travaille. Et je regarde aussi les communautés pour qui je vais travailler, parce que c'est important. Ce n'est pas le même. Le mec à Dubaï ne va pas manger comme le mec à Paris, etc. Et en fait, c'est juste une analyse de voir. Mais en général, c'est quoi? C'est un lexique. Et c'est aussi un lexique de technique que tu connais, que tu as apprise, que tu dois réviser des fois et que tu dois mettre en œuvre. Après, il y a aussi un truc inné, tu vois, qui naît, je pense, par l'expérience de faire. Tu as vu? Et que tu ne pourras pas appliquer dans chaque restaurant parce que, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est obligé de devenir comme à la pâtisserie, de faire des fiches techniques efficaces, au millimètre près, pour que quand on parte, ce soit toujours le même goût.
Oui. C'est ça, toujours la même Primordial, technique, c'est la même pointu. texture. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. On arrive à la fin du podcast. C'était mortel. On a passé un excellent Je moment. pense qu'on aurait pu le doubler. On Ah aurait ouais, passé il y a un tellement excellent de moment. choses à faire. Et pourquoi pas un deuxième, hein. Puis même toi, je t'invite à faire des petits échanges comme ça, hein. C'est vraiment très sympa. C'est la première fois que je le fais. C'est Tu vraiment vois, très, très ça sympa. fait plaisir. Tu sais, aujourd'hui, à l'heure où beaucoup accusent, beaucoup disent, oui, il y a du contenu à 2 balles, les gens qui font du mal à nos enfants, qui c'est partagent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, nous, Positive on attitude. essaye un peu à notre façon de mettre une voix sur la raison, sur la positivité, sur la motivation, sur l'envie de faire. Après, mon petit grain de sel, c'est ça aujourd'hui. Je te félicite parce que L'émission, l'idée, c'est ça. elle est excellente. C'est comme tes centres de formation que tu as dans la tête. Ouais. Je te suis dans l'idée parce que franchement, je pense que quel que soit le jeune maintenant, jeune ou moins jeune, hein, on a toujours, parce qu'on parle toujours des jeunes qui sortent de l'école hôtelière ou autre, mais on a aussi des gens qui ont parfois 2-3 ans, qui veulent évoluer en tant que grade de cuisine, mais qui veulent être accompagnés parce qu'il y a des fois des choses qui manquent. Je pense qu'il y a un marché à faire. Alors quand on dit marché, ça veut dire argent, mais il y a aussi une conscientisation de chacun de nous, de chefs, etc., pour arriver à l'excellence. Moi, je dis toujours, il faut former les gens à l'excellence. L'excellence, c'est arriver à l'heure, respect des produits, respect du client, respect. Le mot respect dans une cuisine, moi, je le dis toujours à mes hommes, parce qu'on fait toujours, comme tu dis tout à l'heure, on fait toujours avant le service et après le service un débriefing. Avant le service avec les serveurs en général pour pouvoir dire ce qui va, ce qui ne va pas, s'il y a une nouveauté de leur faire goûter. Et après le service, c'est de leur faire comprendre qu'est-ce qui n'a pas été. Pas forcément que le client a été mécontent ou il y a eu un problème avec le client. Parfois, c'est le système de travail en interne qui aurait pu être beaucoup plus rond que ce qu'il a été. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La mise en place qui n'a pas été faite, il manquait des choses, etc. Et le fait de parler beaucoup, je pense que si, tu poses la question tout à l'heure, et je crois que ça va être la finalité, c'est à nous les chefs, on se doit d'être beaucoup plus perspicaces et proches de nos équipes qu'on a pu l'être dans le temps. Dans le temps, ils l'étaient aussi, à leur façon. C'était beaucoup plus... moi, c'était serrage de main, c'était dans le coin, des droites dans les épaules. Un chef, j'irai rien aujourd'hui, ça m'a façonné. Mais aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus le droit de faire ça. On a eu des chefs... mais c'était une bonne façon de nous éduquer Bien aussi. sûr. Parce que c'est resté. Moi, tu sais, jusqu'à très tard, je n'arrivais pas à tutoyer mon chef. Tout à fait, je comprends. C'était devenu mon pote, mais c'était vous. Ouais. Chef, il me dirait, tu me saoules à m'appeler chef, toi. Ouais, chef, Tu vois, vous... c'était... Mais voilà, après... moi, j'ai vraiment un message à passer. Et je suis content d'être avec toi aujourd'hui pour le passer. C'est s'il vous plaît, faites-nous du bon, du gourmand. Je n'arrive plus à aller manger dans les restaurants et à payer une blinde et que ce ne soit plus bon. La technique est une chose. Le produit est une chose et on doit le respecter. Mais je vous en supplie, et vous les patrons aussi, quand vous faites une carte, quand vous me sortez un plat, je veux juste une chose, c'est que ce soit bon. Parce qu'aujourd'hui, tu parlais de respect, mais le premier respect qu'on doit aussi, c'est au client qui vient payer. Et aujourd'hui, avec la hausse des prix, les clients dont je fais partie, on paye cher. Alors, s'il vous plaît, je ne veux plus, moi, qu'on me serve un plat si ce n'est pas bon. Et si vous êtes des patrons, je vous demande, s'il vous plaît, je sais qu'il faut gagner de l'argent. Faire du bon ne coûte pas plus cher. Mettre un peu plus de sel, ça ne coûtera pas plus cher. Si vous vendez un plat à une 30aine d'euros et que vous mettez une crème végétale pour lier votre sauce, ce sera dégueulasse. Et ça, faut le dire. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, la technique, et ça, c'est dans tout, hein, que ce soit dans le fine dining, que ce soit dans l'excellence, dans la gastronomie, parce que je mange dans les restaurants gastronomiques, même des restaurants étoilés, et je suis désolé. Des fois, c'est pas bon. Je suis sans prétention, en toute humilité. On connaît le produit, on sait. Et je pense qu'à un moment donné, la technique et la fioriture ont pris un peu trop le dessus. Ou parfois, à force d'utiliser un produit qui n'est pas à sa juste valeur, détruit tout l'ensemble des autres produits. Oui, exactement. Donc, c'est dommage. Donc voilà, faisons du gourmand, la bouffe c'est bien manger. Moi j'aime tous ces chefs qui reviennent aux classiques, hein, et voilà, faisons du bon, s'il vous plaît. Par contre, avant de finir, il y a toujours cette question qui est une coutume chez moi, qui est: quel est le conseil que tu donnerais à ce jeune Stéphane Pierre, peut-être 40 ans en arrière, quand il avait 15 ans? Le conseil que je donnerais, Ouais. suis tes rêves.
fonce, ne lâche rien, pense parfois à descendre de 2 marches, mais continue. Et je pense que ça a été... C'est un rêve, mais ce que j'ai toujours essayé de faire. Et je pense qu'il faut savoir où on veut aller. Et je pense que les objectifs sont très importants. Il faut savoir prendre une feuille de papier, se dire je veux arriver là, comment je vais y arriver, et essayer de s'y tenir. Alors, parfois, c'est vrai qu'on prend une déviation légère, mais suivre ses rêves. Je crois que c'est ça, suivre ses rêves, suivre mes rêves et aller jusqu'au fond de mes ambitions, c'est quelque chose qui me porte. Voilà. Eh ben, je te remercie bien. En tout cas, pour moi, c'était un honneur. On arrive à la fin. Abonnez-vous, partagez. Comme je disais tout à l'heure, on se plaint de ne pas avoir des contenus constructifs et puis intelligents. Nous, on essaye de le faire aujourd'hui. Donc, partagez mon petit grain de sel, ces petites émissions que je fais en toute intimité, avec des amis, avec des parcours atypiques. Rajoutez un pouce, mettez un petit commentaire. Et puis, au prochain épisode avec un nouvel invité. Merci à vous. Merci à vous et merci beaucoup pour l'invitation, chef Hassen. C'était un grand honneur d'être dans ton émission. Et franchement, je suis avec toi dans tout ce que tu veux faire. Tu peux compter sur moi. À très bientôt. Merci mon frère.